C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, pas de trêve dans l'est de la République démocratique du Congo. Au lendemain d'un sommet avorté à Luanda entre Kinshasa et Kigali, de violents affrontements ont déjà opposé les forces armées congolaises au M23 à Matembe, au nord de Goma. Entre-temps, les deux voisins se rejettent la responsabilité de l'échec des pourparlers. Nous serons à Kinshasa et à Kigali dans ce journal. Le 66e sommet de la CEDEAO, il s'est achevé dimanche à Abuja au Nigeria. L'organisation ouest-africaine a pris acte du départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les coulisses et les conséquences avec Serge Daniel, notre correspondant régional. Il est avec nous sur ce plateau ce soir. Et puis les Jeux Olympiques Maasai au Kenya, 160 athlètes se sont retrouvés dans la réserve de Kimana, à environ 200 km au sud de Nairobi. Vous verrez que certaines disciplines comme la chasse ont été remplacées pour préserver des espèces protégées. Les détails à la fin de ce journal. Ces violents affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise s'est opposée aux rebelles du M23 à Matembe, à 150 km au nord de Goma. Des combats au lendemain de l'annulation des discussions entre Kinshasa et Kigali. Les présidents congolais et rwandais devaient se retrouver à Luanda pour une médiation sous l'égide du président angolais. Les deux voisins se rejettent la responsabilité de cet échec. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Dans un communiqué, le médiateur angolais exhorte la RDC et le Rwanda, je cite, à donner la priorité à l'intérêt de leur peuple. Le médiateur exprime aussi sa préoccupation face à l'absence de consensus. Alors la RDC et le Rwanda ne s'entendent pas sur un point, le M23. Le Rwanda exige un dialogue direct entre les autorités congolaises et les rebelles. Kinshasa, qui qualifie le M23 de groupe terroriste, refuse. La position du médiateur angolais est donc délicate et à l'en croire, c'est la seule question en suspens pour aboutir à un accord de paix. Une question qui a déjà été posée au début des discussions entre les deux pays. Il y avait le processus de Nairobi qui concernait les groupes armés nationaux, si on peut considérer, pour autant qu'on considère les M23 comme ça, et les processus de Luanda qui est chapeauté par l'Union africaine et qui considérait les aspects de la relation avec le Rwanda et la RDC. Ces deux processus sont séparés, mais ils sont en fait liés dans la mesure où la vraie question au fond, c'est la question du M23 et du soutien que le Rwanda lui accorde. Malgré l'annulation du sommet de Luanda, les canaux de discussion ne sont pas rompus entre les deux pays. Pas de nouvelles rencontres entre les ministres congolais et rwandais n'a cependant été prévue. Alors le processus de Luanda est-il dans l'impasse? C'est encore trop tôt pour le dire. En attendant, Kinshasa entend accentuer la pression sur les diplomaties. La ministre congolaise des Affaires étrangères a d'ailleurs rencontré aujourd'hui quelques représentants comme l'ambassadeur de l'Union européenne. Car pour Kinshasa, l'objectif, c'est de pousser les États membres à adopter des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23. Vous l'avez entendu, pas question pour la République démocratique du Congo de discuter avec les rebelles du M23, considérés comme groupe terroriste. Pour Kigali, le dialogue entre Kinshasa et le groupe rebelle n'est pas négociable. Les précisions à Kigali de notre correspondant Clément Diroma. Le dialogue entre la RDC et le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda selon l'ONU, est au centre des tensions entre les deux pays, mais c'est surtout la cause de l'annulation du sommet entre les deux chefs d'État à Luanda ce dimanche. Les échanges de communiqués contradictoires, les accusations de mensonges ont continué ce lundi, selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, présent aux réunions en Angola. Un dialogue avec le M23 avait été proposé dès le mois d'août dernier. Fin novembre, le facilitateur angolais avait affirmé dans une lettre destinée au Rwanda que la RDC avait bien donné son accord sur un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Mais attention, il n'avait pas utilisé le terme de dialogue direct. Et tout le problème est bien là. En fait, Kinshasa a toujours refusé un dialogue direct avec les rebelles, ce qui est pourtant une exigence rwandaise. Et la RDC explique que cela relève du processus de Nairobi, qui inclut tous les groupes armés congolais. Au final, les deux nations précisent tout de même qu'elles restent prêtes à continuer les négociations.
On en vient au 66e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il s'est tenu dimanche à Abuja, au Nigeria. Un sommet au cours duquel l'organisation ouest-africaine a pris acte de l'annonce du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation. Alors ce soir, nous recevons Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors concrètement, cela signifie quoi? Alors, 29 janvier prochain, les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne sont plus membres de la CEDEAO, cessent d'être membres de la CEDEAO. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va rester 6 mois. Pendant 6 mois, il y aura 2 choses qui vont se faire de manière concomitante. La première chose, c'est de régler le processus de départ de ces pays de la CEDEAO. Vous savez qu'il y a des agences de la CEDEAO qui sont au Mali, au Burkina et au Niger. Il faut les fermer, le personnel, il faut pouvoir les dédommager. Et ensuite, au même moment, c'est pour ça que je dis concomitamment, les présidents togolais et les présidents sénégalais vont continuer à discuter avec les 3 pays. Si les 3 pays veulent revenir au bout de 6 mois, c'est possible. Ils reviennent, sinon c'est terminé. La porte n'est pas fermée, donc. Voilà. Alors Serge, vous êtes habitué à ces sommets que vous couvrez régulièrement et vous avez vos sources, notamment sur les coulisses et les huis clos. Les avis sur le sujet étaient-ils partagés? Alors, c'était pas partagé du tout. Alors, l'un des moments forts là, du huis clos, ça a été la présence du Sénégalais, le président sénégalais, avec son conseiller CEDEAO, avec son conseiller CEDEAO, M. Bathily, le professeur Bathily, ancien représentant de l'ONU en Libye, qui connaît parfaitement la sous-région. Donc, par exemple, lors du huis clos, d'après mes informations, le président sénégalais a dit 2 choses importantes. Il est pour l'amitié du Sénégal avec les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Mais en revanche, ce qu'il dit, il ne veut pas la dislocation de la CEDEAO. Donc, il est pour ami au pays de l'AES, mais attention, pour lui, la CEDEAO, c'est quelque chose de sacré, l'intégration sous-régionale. Il y a eu, par exemple, une autre sortie, c'est celle du président, le représentant de la Gambie. Il a été parmi les plus durs par rapport aux juntes maliennes, burkinabées et nigériennes. Pour lui, il faut un retour, par exemple, à l'ordre constitutionnel. Ça a émergé. Et puis, le président du Ghana, par exemple, lui, de son côté, a estimé que, bon, il faut encore tendre une chance. Il faut tendre la perche à ces pays-là. Alors que l'Ivoirien a notamment demandé la libération du président Mohamed Bazoum. Alors, avec tout ça, on note que les pays de l'AES annoncent leur départ. Mais en même temps, ils annoncent qu'ils laissent ouvert leur espace sans visa aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Que comprendre de ce oui mais? Alors, ces 3 pays, vous avez 74 millions d'habitants. 74 millions d'habitants, les 3 pays, là, en termes de superficie, c'est 2 800 000 km². C'est vaste. Mais ils sont quand même dans un espace. Alors, ce qu'ils disent... ce qu'ils espèrent, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, à partir du moment où ils laissent le territoire ouvert, d'accès aux autres, ils espèrent que leurs ressortissants pourront aller ailleurs. Ensuite, c'est important. Ce qui était important lors de la conférence, c'est que les dirigeants africains ont voulu faire ont voulu faire une dichotomie entre les populations et les dirigeants de la junte. Les dirigeants de cette junte veulent aujourd'hui une espèce de réciprocité. Mais ce qui s'est dit dans les couloirs, pas lors du huis clos, mais dans les couloirs, c'est que certains ont estimé que, attention, ce n'est pas une CEDEAO à la carte, il n'est pas question d'accepter que les juntes prennent ce qu'elles veulent au sein de la CEDEAO et évitent ce qu'elles ne veulent pas. Ce qu'elles ne veulent pas, c'est évidemment les contraintes liées au coup d'État, etc. Voilà. Donc ça envoie un message aussi à ceux qui seraient tentés peut-être de quitter la CEDEAO. Merci beaucoup Serge Daniel pour votre décryptage. Au moins 3 personnes ont été tuées dans le nord du Mozambique dimanche lors du passage du cyclone Chido qui a provoqué des vents violents et des pluies torrentielles. Face à l'ampleur des dégâts, l'UNICEF a lancé lundi un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Les explications de Laurent Berstécher. Toitures arrachées et bâtiments détruits. Au lendemain du passage du cyclone Chido, les habitants de Pemba au Mozambique ne peuvent que constater les dégâts. Les provinces côtières de Nampula et du Cabo Delgado ont été frappées de plein fouet par la tempête, provoquant des fortes précipitations et des rafales atteignant jusqu'à 260 km/h. Plusieurs immeubles se sont effondrés et de nombreux arbres ont été arrachés, entraînant des coupures de courant dans plusieurs zones. Un premier bilan provisoire faisait état de plusieurs morts et de milliers de déplacés. Si l'impact du cyclone s'est moins fait sentir que sur l'île de Mayotte, la situation reste potentiellement catastrophique pour le Mozambique, un pays où 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les ressources, censées subvenir aux besoins des sinistrés,
pourrait rapidement venir à manquer. Dépêchés sur place en urgence, les équipes de l'UNICEF tirent la sonnette d'alarme. Nous sommes inquiets des conséquences à long terme, des enfants privés d'enseignement, un manque d'accès aux soins et l'apparition potentielle de maladies comme le choléra ou le paludisme. Pays côtier d'Afrique de l'Est, le Mozambique est régulièrement touché par des puissantes tempêtes tropicales provenant de l'océan Indien. En 2019, le cyclone Idai y avait provoqué d'importants dégâts et fait des centaines de morts. Allez, avant de se quitter, on vous parle des Jeux Olympiques Maasai. Quelques 160 jeunes sportifs, dont 40 femmes, se sont retrouvés samedi dans la réserve de Kimana, à environ 200 km au sud de Nairobi. Alors que les guerriers Maasai devaient autrefois tuer un lion, la compétition remplace ici la chasse traditionnelle par le sport pour protéger les fauves menacés d'extinction. Les moments forts en images réalisés par Aline Botin. La plupart des femmes se rendent compte qu'elles ont été abusées dans notre tradition. Elles sont juste là pour être mariées, pour apporter des vaches à la famille, ce qui signifie plus de dot. Mais certains événements comme ceux-ci sont agréables parce que les filles remarquent leur talent. Après avoir remarqué leur talent, elles vont travailler dur pour l'exploiter à l'avenir. C'est important pour moi parce que, vous savez, dans notre communauté, à l'époque, on aimait tuer des lions. Mais les Jeux Olympiques ont eu un impact parce que maintenant tout le monde cherche à venir ici et à concourir pour obtenir quelque chose comme de l'argent. D'autres trouvent du travail et cela motive d'autres athlètes. Lorsqu'ils voient les autres courir, ils veulent venir s'entraîner et devenir des champions. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Actu 360 avec Cécile Galouchio. Restez avec nous.